Un lockdown live. Tous, on est en direct, c'est bon, tout est en place, tout est parti. Génial, parce que je n'ai pas mon retour vidéo. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Unlockdown Live number 5. Puis là, normalement, il y a des effets dans tous les sens. Mais on n'est pas encore tout à fait au point à ce niveau-là. On était limite timing, désolé, c'était les 15 minutes qui nous ont manqué. Voilà, on est content de vous retrouver pour ce Unlockdown. Ça faisait longtemps, presque une semaine et demie qu'on ne s'était pas vu, mais on ne vous a pas laissé quand même sans rien, parce qu'on a eu quelques vidéos depuis notre dernière entrevue. On a eu Najed qui nous a parlé des infirmières, et puis Nabil qui a fait une sortie par rapport aux chiffres avancés par l'EMR. Alors aujourd'hui, on vous revient avec un autre concept, puisqu'on lance une thématique logement pour cette Unlockdown Live voilà. Alors pour rappeler ceux qui découvrent notre émission, Unlockdown Live c'est quoi? Déjà c'est une émission live web série. Excuse-moi JB, j'entends tous mes retours dans les... Voilà, je m'entends pas. Désolé. Du coup, qu'est-ce que c'est Unlockdown Live? C'est déjà produit par le Festival Esperanza, et donc c'est un moment qu'on a essayé de mettre en place ensemble pour à la fois mettre en avant des initiatives citoyennes, des initiatives, des mouvements qui sont en train de se mettre en place pendant ce confinement, et en même temps partager un peu de nos vécus, chacun chez soi, et puis partager un peu de fun. Donc n'hésitez pas pendant toute cette émission à interagir avec nous. Voilà, on est en direct aussi pour ça, pour qu'on puisse un peu partager nos avis, nos points de vue, et puis aussi n'hésitez pas à poser des questions, puisque voilà, aujourd'hui on va s'attaquer concrètement à la question du logement. Donc si vous avez déjà des interrogations par rapport à ça, on aura des personnes probablement compétentes pour y répondre en direct. Donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Mais voilà, je vous disais aussi, l'émission c'est l'occasion de mettre en avant des mouvements de solidarité, et donc je voudrais aussi relayer avant toute chose cet appel de la Fédération des services sociaux qui ont mis en place un numéro vert pour toutes les personnes qui sont isolées et qui nécessitent une aide sociale. Un numéro vert qui est le 0800 35 243. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout à l'afficher dans le supermarché, à la boulangerie, même sur votre porte, à vos fenêtres, parce que c'est vraiment pour essayer d'atteindre les personnes qui justement sont le plus isolées et n'ont généralement pas accès à tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui on est en train de le faire. Donc voilà, faites passer l'information. Mais donc du coup, revenons à nos moutons, puisque ici, pour cette émission, on va se concentrer vraiment sur le logement. Alors pourquoi le logement? Déjà là, en cette période de confinement, on se rend bien compte qu'on n'est pas tous en train de le vivre de la même manière, en fonction de nos avantages, en fonction de nos privilèges. Et donc, par rapport à ça, on a trouvé vraiment pertinent de venir vous en parler aujourd'hui. Mais il s'avère qu'en amont, on avait déjà travaillé sur la question, puisque juste un peu avant le confinement, on est parti à Berlin pour justement attaquer cette thématique du logement. Et on vous prépare un documentaire qui va nous sortir dans le courant de la semaine prochaine, dont on vous propose en exclusivité un petit teaser. Petit teaser. Unlockdown live. Unlockdown live. Non, parce qu'on les adore nos teasers. On a énormément de retours tout à fait positifs. Voilà, ok, c'est parti alors. Teaser. Voilà près d'un mois que nous sommes confinés chacun chez soi, comme désormais la moitié de l'humanité, C'était quoi que j'entendais? qui possède un chez soi. L'économie étant à l'arrêt, nombreux sont les personnes avec pas ou peu de revenus qui n'ont pas accès aux aides mises en place par l'État. Je pense aux indépendants, aux intérimaires, aux artistes, sans oublier tout le secteur informel, les personnes qui travaillent au noir, etc. On sait qu'à cette crise sanitaire va succéder une crise financière attendue depuis longtemps, et que donc les revenus ne vont pas revenir pour tout le monde. Pour les plus précaires d'entre eux, cette diminution de revenus signifie souvent une perte de droits fondamentaux, tels que le logement. Ce même logement qui est censé nous protéger du virus. Alors, pour l'instant, certains locataires sont protégés. Le gouvernement belge et plein d'autres ont pris certaines mesures, comme la suspension des expulsions pendant toute la durée du confinement. Mais après... Il a toujours été considéré comme relativement normal de laisser au marché privé toute la question du logement. Ce sont eux qui fixent les prix, qui choisissent les locataires, qui font du bénéfice et au final, qui rendent ce droit fondamental et parfois même vital de plus en plus inaccessible. La crise qu'on connaît en ce moment nous montre encore plus clairement les limites de ce système. Pour mieux comprendre l'influence néfaste qu'ont les marchés privés sur l'accès au logement et surtout pour comprendre comment lutter pour l'améliorer, on vous sort de votre canapé et on vous emmène à Berlin. Où, bien avant le coronavirus,
des mouvements d'initiatives citoyennes et militantes se sont mobilisés contre la mauvaise gestion de leur logement et ils ont obtenu le Mietendeckel, c'est-à-dire le gel des loyers pour une durée de 5 ans. Et c'est énorme. À la bouche, a priori, donc le documentaire va sortir mercredi. Et donc voilà, on a essayé de creuser la question à l'époque de la situation à Berlin. Et on a essayé de le mettre à jour évidemment aujourd'hui, puisque évidemment, cette question du logement touche bien d'autres personnes et surtout prend une autre ampleur aujourd'hui à l'heure du confinement. Donc on va s'intéresser à ça pendant toute cette première partie d'émission. Et je vous propose d'ailleurs de commencer dans le vif du sujet de manière assez légère. On va commencer en douceur avec la chronique de notre collègue et ami néanmoins Nicolas Van Rushveld, réalisateur de profession et chroniqueur ce soir, qu'on va appeler tout de suite Jingle. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Ben oui. Voilà, alors du coup, on a mis un petit challenge puisque la thématique de l'émission du jour était sur le logement. Et donc, on a demandé à Nicolas s'il pouvait nous faire une petite sélection de son best-of logement en point de vue cinéma. Alors, Nicolas, est-ce que tu me reçois? Je te reçois très bien, Paul. Cool. Et toi, est-ce que tu me reçois? Mais oui, c'est comme un rêve. Génial, Nico. Du coup, à toi la parole. Voilà. Hein, je te laisse nous partager. Eh ben, merci, Paul. Je t'avoue qu'à la base, quand tu m'avais dit thématique sur le logement, j'avais un peu peur parce que je me suis dit que c'était pas une thématique si facile que ça. Et en fait, il s'avère qu'il y a énormément de films qui abordent le sujet, notamment à cause de déjà la crise immobilière qu'il y a eu aux États-Unis en 2005. Et puis, il y a eu aussi une énorme crise du logement dans les années 30. Et du coup, ça a quelque chose qui a beaucoup inspiré le cinéma, surtout aux États-Unis. Mais là, j'ai essayé d'un peu aller voir ailleurs. Et je vais même commencer par un film belge réalisé par Ursula Mayer. Donc, c'est Home, qui est une réalisée. Donc Ursula Mayer, elle est française, mais elle a été formée en Belgique, à l'IAD, représente. Et Home relate l'histoire d'une famille qui s'est un peu isolée du monde et qui voit, oula, je vois que ma webcam tombe. Ah, c'est pas prévu. C'est les directs. Du coup, je disais, donc c'est une famille qui a décidé de s'isoler un peu du monde et de s'installer en dehors de la ville, mais qui voit très vite débarquer un projet d'autoroute à côté de chez elle. Et du coup, tout son quotidien est bouleversé par l'arrivée de cette autoroute. Et donc, c'est un film assez drôle et léger. Et ce qui est vraiment assez chouette dans ce film, c'est qu'elle arrive à aborder le sujet de l'expropriation forcée d'une famille, mais de manière assez distante, par le travers de l'autoroute, qui au final oblige cette famille à devoir déménager, même si elle fait tout pour rester à domicile et garder son quotidien. Donc voilà, Home de Ursula Mayer, c'est le premier film que je vous conseille sur la thématique. Le deuxième film est dans un tout autre style, et là on va en Angleterre pour High Rise de Ben Wheatley. C'est un thriller d'anticipation où en fait toute l'intrigue se déroule dans une tour censée être révolutionnaire qui est conçue par l'architecte du moment. Et en fait, dans cette tour commence à s'organiser une lutte entre les gens du haut et les gens du bas, mais aussi entre les propriétaires et les locataires d'appartements qui ne se réclament pas des mêmes droits. Donc c'est assez intéressant comment l'auteur, donc à la base c'est un roman de Ballard, c'est comment, un peu à la manière de Snowpiercer dans son style, cette tour en fait représente les hiérarchies sociales et comment en fait il utilise la thématique du logement pour montrer que même là-dedans il y a des inégalités, que les gens du bas n'ont pas les mêmes droits que les gens du haut et qu'effectivement plus on monte évidemment dans les étages, plus les gens sont riches et ont plus de droits que les gens du bas. Donc c'est un film hyper intéressant pour ça parce qu'il travaille à fond l'allégorie, mais au-delà de ça c'est un vrai thriller sur fond de politique sociale et urbanisme. Donc vraiment, je conseille High Rise de Ben Wheatley. Et enfin, pour continuer dans le cinéma et pour les films, un classique indémodable, La vie est belle de Frank Capra, où là, on est en plein dans la thématique vu qu'on suit un personnage, Georges, qui a repris la société de crédit mutuel immobilier de son père et qui doit tenter de lutter contre un mania de l'immobilier qui veut racheter son entreprise pour faire en sorte que tous les propriétaires de la ville deviennent des locataires en fait et qui rachètent tous les biens de la ville afin de faire payer le prix plein à plein de locataires qui vivent dans des taudis en fait. Et donc on oublie un peu là-dessus toute la thématique de la crise du logement qu'il y a dans La vie est belle parce que ça reste un film hyper émouvant malgré des valeurs très américaines qui sont peut-être un peu loin de chez nous, mais toute la thématique autour de
la bataille de la propriété du bien et d'être locataire dans des taudis est assez intéressante, je trouve, dans ce film qui est en fait en filigrane de l'histoire. Et enfin, parce qu'on l'a réclamé apparemment au dernier live, une série. Une fois n'est pas coutume, je vais avec une série. Et la série, c'est Show Me a Hero, une série qui a été produite par HBO en 2015 et qui retrace l'histoire d'un quartier. Donc c'est une histoire vraie. Je crois que l'histoire s'est passée en 1994 dans un quartier dans la banlieue de New York où l'État avait obligé la construction de biens sociaux et le maire de cette ville, Nick Waskisko, je le prononce très très mal, avait entamé toutes les démarches pour le faire et s'est retrouvé face à un lever de bouclier de la population blanche de classe moyenne qui évidemment faisait preuve de pauvrophobie et lui s'est battu et a perdu sa place d'ailleurs, a perdu son combat. Bon, bref, par rapport à ça, parce qu'il s'est battu pour empêcher la ségrégation des logements sociaux. Donc on est en plein dans la thématique du logement. Ça se passe aux États-Unis, mais c'est encore une problématique, et vous le verrez sans doute tout au long de l'émission, problématique très actuelle ici même à Bruxelles. Donc voilà, ça c'est les Show Me a Hero, la série HBO que je vous conseille, qui est en plein dans le logement et qui est hyper intéressante et qui est hyper documentée et on voit vraiment comment ça fonctionne de l'intérieur. Cette lutte pour plus de population est totalement contre. Paul, Ok. j'espère que j'ai répondu à tes attentes. Ah mais génial, plus que jamais. Attends, merci beaucoup pour ça, c'était vraiment Allô, Paul pas forcément évident. Tu t'entends m'entends pas. pas? Non, tu m'entends pas, malheureusement. Bon, bah, je suis navré pour toi. En tout cas, j'espère que les Maintenant je auditeurs t'entends, mais je sais pas si toi tu m'entends. m'entendent. Ouais, pas de souci, pas de souci. On a tout compris. Ok, Donc, ouais, j'en profite pour signaler que Nicolas est particulièrement touché par la question du logement, effectivement, parce qu'il est aussi le réalisateur du documentaire qu'on a créé, qui va sortir donc mercredi prochain. Merci en tout cas, Nico, pour ton intervention et pour cette entrée en matière. Merci à toi, Paul, et courage pour l'émission. Merci, À toi, Nicolas. JB. Oui, je pense qu'on est un peu coupé, mais c'est pas grave. On a eu le reste de la chronique nickel, donc pas de souci. Pas de stress avec ça. Merci, Nico. Du coup, on va continuer donc dans la thématique logement, pour entrer vraiment dans le vif du sujet à proprement parler, puisqu'on va recevoir là maintenant deux intervenants qu'on a enregistrés précédemment dans la journée, qui nous faisaient un petit état des lieux de la situation pour les plus précaires. Donc on va avoir une interview enregistrée cet après-midi de Gaëlle Guerrero, qui est représentante des infirmières de rue, mais avant toute chose, jingle si JB est prêt. Attention pour le jingle! Les invisibles. Voilà, donc les invisibles, je vous le disais, donc on a interrogé durant cet après-midi, enfin Brice, puisqu'on se dispatche le travail, Brice a interrogé Gaëlle Guerrero, qui est représentante des infirmières de rue, qui va dans un premier temps nous parler de la situation du sans-abrisme ici à Bruxelles en cette période de Covid-19 et quelle est sa réalité sur le terrain. On l'écoute. Donc, Infirmiers de rue, c'est une association donc, qui est née il y a un peu plus de 10 ans maintenant, part du travail de rue à la base et axée principalement sur l'hygiène et la santé, qui sont deux grosses problématiques évidemment en rue. À des soins de santé gratuits, des soins d'hygiène. Et donc, comme je le disais, l'accès à des maisons d'accueil a été fermé aussi. Il y a beaucoup de services qui faisaient des maraudes, qui ont dû arrêter, faute de moyens de protection et faute de savoir aussi ce qu'on pouvait faire. Et donc finalement, un peu, déjà que les besoins primaires, les besoins de base en rue sont extrêmement difficiles à satisfaire, ici, c'était vraiment plus possible dans les premiers jours, quoi. Ce qui a fait que nous, de notre côté, on a dû faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire parfois apporter de la nourriture tout simplement, parce que en fait, la manche
ben il y en avait plus non plus vu que les gens étaient, les passants étaient chez eux, donc voilà, il y a presque plus non plus de possibilité d'avoir de l'argent via ce biais-là ou de la nourriture. Ce qu'on remarque forcément, c'est que moins de passages, moins de services autour des gens, ben, ça rend les personnes en rue encore plus seules qu'avant, quoi. Et en plus, c'est compliqué parce que on leur demande presque d'être seuls et de pas rester en groupe justement à cause du confinement. Ce qu'on constate aussi, en effet, c'est qu'en rue, les problématiques de santé mentale sont augmentées, ça c'est sûr. En logement, c'est tout à fait pareil d'ailleurs. Et donc, en fait, ça fait du bien à personne, quoi. Pour l'instant, enfin, le confinement, c'est dur pour tout le monde, quoi. Et donc, voilà, pour une personne qui est en rue, qui est seule, qui n'a pas accès et qui a en plus toutes ses habitudes qui sont complètement chamboulées, ben c'est vraiment difficile, quoi, je pense. Je pense qu'on a été un peu les oubliés dans un premier temps. C'est dommage parce que je crois qu'il y a une réelle volonté, par contre, de la région bruxelloise au niveau du logement à la base, en tout cas, d'augmenter la capacité de logement et tout ça. Sur le terrain lui-même et surtout en termes d'hébergement et de relogement, là, ça reste toujours compliqué, alors que, enfin, le message est toujours le même et le réseau porte ce message maintenant vraiment à bras le corps, c'est que si toutes ces personnes étaient relogées, le confinement serait possible pour elles et on éviterait tout un tas de contaminations via le biais de la rue et surtout pour des personnes qui sont à risque de mortalité réelle. Enfin voilà, ici on a vraiment des personnes qui sont très 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 fragiles, très vulnérables et donc si on avait accès à pouvoir héberger ces personnes dans des conditions qui sont évidemment adéquates, c'est-à-dire pas assises dans une chambre, on pourrait éviter tout un tas de dérives avec ce virus, quoi. Elle le disait à l'instant, Gaël, pardon, ben, il est question de relogement à 6 dans un même espace. Même, enfin donc, il y a d'une part les personnes à la rue, et puis il y a également pardon, excusez-moi, je vais trouver un mot, le mal logement, c'est ça le terme générique qu'on dit, parce qu'il y a évidemment le sans-abrisme et le mal logement qui est aussi une réalité qui est vraiment criante, et surtout ici à Bruxelles, on sait qu'il y a énormément de bâtiments qui sont dans des états assez difficiles, en tout cas mal entretenus. Et pour parler de cette problématique-là, on a un assistant social de première ligne qui travaille à l'Union des locataires maroliennes, qui s'appelle Nathan Renner, qui était en direct avec nous aussi, enfin pas en direct du coup, en interview avec nous précédemment dans la journée, qui nous a fait également part de son constat de la situation actuelle avec le Covid, et on voulait lui laisser la parole. Donc parole à toi, Nathan. Bah donc, je travaille à l'Union des locataires maroliennes. Je suis travailleur social de première ligne. Et donc, nous, notre association, elle a pour but de défendre le droit des locataires. Donc, une grande partie de notre travail, c'est de recevoir des personnes qui sont en litige avec leurs propriétaires ou qui ont des questions sur le droit du bail. Et de les aider, de les accompagner, de les conseiller, de les informer. Bah donc, depuis la crise du coronavirus, nous, on n'a pas, en fait, on n'est plus sur le terrain. Donc, on reçoit plus de personnes dans le bureau. Donc, on n'a que des appels téléphoniques. Je peux pas directement dire, moi, oui, là, ça a aggravé les conditions de vie des personnes parce qu'ils me le disent. C'est juste que je connais la situation de centaines de ménages que j'ai rencontrés et que leurs conditions sont les mêmes maintenant que celles qu'ils avaient avant que le coronavirus arrive. Et donc, en fait, le problème du confinement, c'est une question de double peine. C'est qu'il y a des personnes qui sont confinées dans des espaces soit très petits, et donc surpeuplés, parce qu'il y a beaucoup de familles, donc des grandes familles qui n'ont pas les moyens de louer des logements de 3 ou 4 chambres. Moi, par exemple, j'ai accompagné une famille qui vit à 9 dans un studio de 40 mètres carrés, donc 9 personnes. Il n'y a même pas de chambre, donc il y a une pièce, une salle de bain, et c'est tout, quoi. Ce qui fait que ces situations-là, elles peuvent être vécues ou surmontées, c'est le fait de pouvoir sortir dans l'espace public. Et comme les gens ne peuvent pas sortir dans l'espace public, ben, ça aggrave leur situation, ça c'est évident, quoi. Surpeuplement et insalubrité, ça va souvent de pair. L'insalubrité, là, c'est d'autres types de problèmes. C'est des personnes qui ont des fuites dans leur toiture. C'est des personnes qui ont une fenêtre, enfin, une très mauvaise isolation, de la moisissure, et donc tout ça, ça a des graves conséquences sur leur santé.
et ils peuvent pas se prémunir de ces conséquences de nouveau en sortant dans l'espace public. Donc voilà, c'est ce genre de situation-là que les gens sont en train de vivre maintenant, et on parle d'un grand groupe de personnes, de plusieurs milliers de personnes, quoi. Dizaines de milliers de personnes. Le problème majeur qui va se poser maintenant, c'est que non seulement il y a déjà des gens qui galèrent à payer leur loyer toute l'année, en dehors de ce contexte-ci, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui perdent leurs revenus, en tout ou en partie, et qui doivent continuer à payer leur loyer. On a eu plusieurs appels à ce niveau-là, et ils nous demandent comment est-ce qu'il n'y a pas un cadre qui existe pour que les propriétaires soient obligés de diminuer, voire d'annuler les loyers, quoi. Et donc là, clairement, le message qui a été envoyé du politique via Bruxelles Logement, notamment dans une note qu'ils ont rédigée, c'est de dire, le premier truc, c'est une note d'information à l'attention des locataires. Le premier truc qui est mis, c'est donc, vous êtes tenu d'honorer le loyer puisque vous jouissez du bien. Mais ils invitent quand même les propriétaires à être compréhensifs. Mais donc en gros, ils laissent toute la liberté aux propriétaires, c'est pas du tout coercitif, quoi. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que par exemple pour les travaux, donc les travaux sont pas nécessairement obligés d'être faits, sauf les travaux urgents, style, je sais pas, pour la sécurité, la stabilité du bâtiment. Le fait de faire des travaux, c'est une obligation de la part du propriétaire qui doit respecter aussi dans un contrat de bail. Mais ça, on laisse tomber. Et donc, en fait, toutes les obligations du propriétaire, on les laisse tomber et on garde la seule obligation du locataire, la seule obligation réelle du locataire, qui est de payer son loyer. Bon, et de gérer le bien en bon père de famille, mais ça, voilà. Et donc ça, c'est vraiment deux poids, deux mesures, quoi. On demande aux locataires de continuer à honorer leur part du contrat sur cet argument juridique-là, mais on ne demande pas aux propriétaires de le faire, quoi, de l'autre côté. C'est vraiment pas tenir compte de la situation dans laquelle les gens vivent. Et donc, ouais, nous, on est clairement pour le fait qu'il faut massivement annuler les loyers. Alors, ils demandent aux locataires de prouver qu'ils ont une perte de revenus qui ferait qu'ils ne pourraient pas honorer leur loyer. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Il faudrait que les propriétaires prouvent qu'ils ont besoin de leur loyer pour vivre décemment, quoi. Et que si tu gagnes déjà 3 ou 4 000 euros par mois, bah, tu touches pas ton loyer, c'est pas grave, quoi. Là, soi-disant, tout le monde est obligé d'être solidaire, mais la vraie solidarité, c'est là qu'elle se joue, quoi. Ben voilà, donc vous avez l'avis de Nathan sur la question de la solidarité, où elle se trouve. Pour le moment, on fait peser cette responsabilité sur les locataires, alors que peut-être il y a des propriétaires qui n'en ont pas un besoin essentiel, qui pourraient voilà, faire part de cette solidarité-là, en suspendant simplement les loyers. On va en revenir, en parler plus tard dans l'émission de cette question de grève des loyers. Mais avant ça, on va d'abord interviewer d'autres personnes plus, on va dire, du monde des chercheurs, un petit peu moins sur le terrain aussi concret que les infirmiers de rue et l'Union des locataires maroliens. Mais donc voilà, ce que t'expliquait Nathan, c'est une réalité de terrain qui est quand même assez choquante, avec une situation qui s'est empirée avec le Covid, mais qui existait déjà avant. Donc en termes de gestion de logement, la ville de Bruxelles n'est pas ce qu'il y a de plus exemplaire à suivre. Du coup, voilà, pour mieux comprendre, on a voulu inviter d'autres personnes qui nous parlent plus précisément de l'accès au logement en général, deux experts sur la question. Le jingle Focus Logement. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Et ben oui. Voilà, et donc pour parler de la question de l'accès au logement à Bruxelles et qu'est-ce qui est mis en place par la région bruxelloise ou pas mis en place justement, on a invité deux personnes. On va tenter quelque chose d'assez incroyable avec Tout va bien, c'est d'avoir un live direct avec à la fois donc Sarah Delatte de Interenvironnement Bruxelles et Anne-Sophie Dupont du Rassemblement belge pour le droit à l'habitat. Alors, est-ce que vous me recevez? Ouais. Tu rigoles déjà. J'ai mal présenté? Non, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Si tu veux ajouter quelque chose. Donc, bonjour Sarah. Tu peux te dire bonjour comme ça. Ah mais non, il y a des petits titres en dessous. On fait ça super bien, en fait. Tout le monde voit bien. Et bonjour Anne-Sophie. Non, Anne-Sophie, je ne te vois pas bouger. Voilà, comment? Ouais. Oui, donc, il me semblait bien. Donc elles sont inversées, évidemment, les images sont inversées, donc les noms sont inversés, donc je voulais être sûr et je vois que Anne-Sophie ne bouge pas, donc on a peut-être perdu un petit peu la connexion. Mais bon, on va quand même essayer de la récupérer en chemin. Du coup, Sarah, comme je t'ai sous la main, ne voyant pas encore Anne-Sophie apparaître, est-ce que tu voudrais réagir à ce qui vient d'être dit là par les infirmiers de rue et par Nathan, ce constat qui est dressé? Je ne sais pas trop quoi ajouter. Je pense qu'ils ont vraiment bien dépeint le tableau de leur réalité professionnelle. Il y a quelqu'un qui
du live Facebook disait oui, faut pas non plus oublier les migrants sans papier. C'est clair qu'en fait, c'est vraiment une situation dans laquelle on voit exacerber les situations difficiles dans lesquelles sont déjà une partie importante des habitants belges et a fortiori bruxellois. Voilà. Ouais. Oui, bah, du coup, oui, mais du coup, on se rend compte maintenant que le coronavirus est assez bien révélateur d'inégalités qui existaient déjà avant. C'est aussi ce que prenait Nathan par rapport à une réalité du logement et du mal logement et du sans-abrisme qui est quand même pas terriblement pris en charge par la région, en tout cas. Du coup, je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que eux, ils ont parlé vraiment précisément du mal logement et du sans-abrisme. Est-ce qu'il y a d'autres personnes impactées par la situation actuelle par rapport à cet accès au logement, justement? Oui, c'est sûr que on pense notamment aux étudiants qui se retrouvent à devoir quand même payer leurs cotes alors qu'ils n'ont plus cours, enfin des situations comme ça complètement aberrantes. Je pense qu'il y a le mal logement en tant que tel, donc à savoir des personnes qui sont vraiment dans une situation qui vivent dans l'insalubrité. Il faut quand même rappeler que les derniers chiffres qui avaient été sortis au Parlement, c'est 1% des oui. Dans un logement insalubre. Donc on est vraiment sur des réalités super trash, mais il y a aussi juste les gens trop nombreux dans leur logement. Et puis là, on se retrouve aussi face à la situation des personnes qui tenaient vaille que vaille la possibilité de payer un loyer et se retrouvent maintenant avec l'impossibilité de payer le loyer. Parce qu'il y a des revenus de remplacement pour les personnes qui sont déclarées dans leur emploi, et encore, 30%, c'est quand même vraiment pas grand-chose par rapport aux revenus. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont déclarées dans leur emploi, et donc là, ils se retrouvent juste avec une perte sèche de revenus. Toutes les personnes qui sont liées à peu près, et c'est vraiment une situation qui est choquante. Et fondamentalement, ce qu'on voit là à l'œuvre, c'est vraiment un ressentement. Ah, on va dire Anne-Sophie. Je sais pas en fait comment c'était organisé avec Anne-Sophie. C'est elle qui peut répondre à la question que tu viens de Ah poser. mince. Évidemment. Voilà. Bah écoute, peut-être, ouais, du coup, on va peut-être pas reprendre depuis le début, Anne-Sophie. Ouais. T'as entendu? Je sais pas si tu as suivi, toi, ce qui s'est dit là jusque-là. Je peux lire avec ce qui se passe en direct. D'accord, ok. Bah, du coup, voilà, je lançais Sarah sur la question de toutes les personnes qui pouvaient être impactées par cette problématique de l'accessibilité au logement. Outre les sans-abri, les personnes qui ont mal logement et les personnes sans papier également, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc Sarah avait fait état de tous les étudiants qui se retrouvaient dans une situation assez délicate, et évidemment toutes les personnes privées de revenus. Est-ce que tu voulais ajouter Oui, peut-être aussi dans les personnes souvent touchées, il y a toutes les personnes qui sont sujettes à discrimination de manière générale, les personnes d'origine étrangère, ou les personnes disposant d'un revenu de remplacement, mais aussi les familles, les personnes handicapées, les familles monoparentales, les couples en séparation, et les jeunes, on en parlait, qui vont souvent en colocation dans des grandes maisons et qui prennent la place d'ailleurs, malheureusement, des familles parfois, et qui ce qui accentue aussi la pénurie de grands logements pour les familles, parce qu'on a un manque de grands logements. Et une dernière chose de manière générale, je dirais quand même que ça impacte la majorité de la population parce que, surtout les classes populaires et moyennes inférieures, parce qu'elles subissent vraiment toute l'augmentation des prix. Et voilà, et l'augmentation des prix est particulièrement forte dans les villes. Voilà. Mais ça se retrouve également dans d'autres... Je t'entends pas. Tu parles? C'est coupé, hein? J'ai l'impression. Et comme je suis pas sur Facebook en même temps, c'est pas. Ah non plus, j'entends plus Paul. 3 sur 3 dans l'appel. Aïe. On n'entend plus rien. Mais nous deux, on s'entend. Oui, c'est ça, nous deux, on s'entend. Aïe. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas.
Tu crois qu'on nous entend sur Facebook? Conversation. Peut-être des questions. C'est le moment de balancer des mots-clés, genre socialisation du parc, construction de logements sociaux, expropriation massive, squat. On continue. Bon, Sarah, on continue, non? On continue sur notre fil. On avait parlé des personnes touchées. Ouais, mais tu crois qu'on est encore sur Facebook? Ouais, tu nous vois. Ah. On est encore sur Facebook. Du coup, peut-être... 1, 2, 1, 2, vous me recevez maintenant? voilà. Yes, voilà, désolé. On a dû... Voilà, bon, ben voilà, c'est les réalités du direct, hein, comme on dit dans la télévision populaire. Alors, du coup, voilà, je peux vous faire la transition. Effectivement, on triche un petit peu parce que les questions, vous savez à peu près déjà de quoi il en retourne. Bah, donc, je me propose de vous relancer la balle. Donc, du coup, bah, voilà, on a parlé de ce coronavirus qui met en lumière un certain nombre d'inégalités, ça permet de voir en fait certaines problématiques et des dysfonctionnements structurels. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi des dysfonctionnements de la gestion du logement qui existait aussi avant le coronavirus, évidemment? Nous, on avait envie de te répondre en 2 temps. En fait, dans un premier temps, parler du fait que ce qui est compliqué avec la question du logement, c'est que comme d'autres éléments de notre vie, le logement a 2 fonctions. Une fonction de survie, donc comme l'a très bien expliqué Gaëlle tout à l'heure, en fait, c'est compliqué de survivre sans toit sur ta tête. Et puis, deuxièmement, il y a une fonction capitaliste. Investir dans l'immobilier, c'est un placement sûr, ça peut rapporter beaucoup d'argent, etc. Et donc, le logement se retrouve pris à la croisée de ces 2 intérêts, qui sont des intérêts parfaitement divergents. Et la situation dans laquelle on est en Belgique depuis la création de l'État belge, c'est qu'en fait, le logement est laissé totalement ou à peu près au secteur privé. Et ça, c'est évidemment problématique parce que ça amène le logement à s'échanger sur un marché, donc que ce soit au niveau de la vente ou au niveau de la location, eh bien, les gens se retrouvent en concurrence les uns avec les autres pour pouvoir être logés. Et donc, au lieu d'être logés dans des conditions qui sont celles qui correspondent à leurs besoins, en fait, on leur demande de sortir un maximum de fric et donc ils sont logés en fonction de leurs moyens. Ça, évidemment, ça amène de facto l'impossibilité de réaliser le droit au logement, en fait, puisque les intérêts qui priment sont des intérêts économiques et des intérêts capitalistes. C'est évidemment quelque chose qui est pas, qui est très ancré. Ça a l'air comme ça d'être des gros mots ou je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Belgique, ce sont des choses qui sont très ancrées parce que depuis la création de l'État belge, en fait, on va pousser les personnes, même des classes laborieuses, à devenir propriétaires. Et donc, on a tous un peu cette idée que être propriétaire, c'est normal et qu'on a tous envie d'être propriétaire et on a tous envie voilà, ça nous semble être un moyen tout à fait logique de gérer la question du logement, mais en fait, il y a d'autres moyens de le faire. Et notamment en se posant la question de ce à quoi on aspire en fait quand on rentre chez soi, majoritairement à être en sécurité et à pouvoir dormir sur ses 2 oreilles et avoir un espace dans lequel on se sente bien. Ça, ce n'est pas obligé d'être réalisé à travers un marché privé. Et je ne sais pas si je voulais ajouter autre chose. Oui, il y a aussi le fait que ça va tellement loin cette histoire de pousser à l'accès à la propriété que Anne-Sophie va parler tout de suite de la question du logement social et de la façon dont l'État peut gérer la question du logement. Mais à Bruxelles, on utilise du sol public pour permettre à des classes moyennes d'accéder à la propriété. Donc c'est vraiment une idéologie qui va très loin et qui, en fait, ne résout pas du tout le problème. Écoute, je me permets de rebondir là-dessus pour envoyer un petit extrait de notre documentaire qui va sortir aussi dans la semaine, sur lequel vous pourrez réagir. J'expliquerai par la suite. Autant envoyer l'extrait tout de suite. Et ça vient, me dit-on. Prenez-en ce que vous voulez de cette info.
Pour pas parler des logements sociaux, où là, c'est une vraie catastrophe. C'est à peine un peu plus de 120 ou 125 logements sociaux annuellement qui sont construits ici à Bruxelles, alors que la liste d'attente, comme vous le savez peut-être, elle est de 43 000 personnes. La région bruxelloise a quasi la totalité des compétences pour légiférer sur les questions du logement. Donc, ce serait possible à Bruxelles aussi d'envisager une telle décision politique, donc un gel, voire une baisse des loyers. Beta je ne tombe plus sur son nom de famille, du CADTM, donc le Conseil pour l'annulation des dettes illégitimes et du tiers-monde, voilà. Et du coup, ça me fait réagir à une question d'un auditeur aussi par ailleurs. Bon, voilà, je vous invite après à réagir à ce qu'elle racontait par rapport à la situation critique des logements sociaux. Mais je vois dans les personnes qui ont réagi. Pour pas parler des logements. Oui, qu'est-ce qui empêche les pouvoirs publics à réguler les loyers? Peut-être, je ne sais pas si vous voulez amener cette question-là maintenant, donc sur qu'est-ce qui empêche les pouvoirs publics de réguler les loyers, ou si vous voulez d'abord réagir par rapport aux logements sociaux. Je ne sais pas. Ouais, oui, ça semble être dans une même. Ouais. Je t'en prie alors. Les deux. Du coup, les pouvoirs publics pour l'instant, ils privilégient surtout les solutions sparadrap. Donc, c'est-à-dire qu'on produit du social, mais privé, de manière qui est privé et qui est socialisé, mais temporairement, pour quelques années, et à l'aide de subsides publics. Et on produit très peu de logements sociaux, donc qui pour nous est une meilleure alternative, vu que les logements restent publics pour toujours, quoi. Donc pour l'instant, on a 7% de logements sociaux à Bruxelles, c'est extrêmement peu comparé aux autres villes comme Lyon ou même Paris, qui eux ont 20% de logements sociaux. Amsterdam, il y en a 40. Enfin, 7%, c'est vraiment rien du tout. Et pour l'instant, on en produit 3%. Donc ça va diminuer en fait. C'est vraiment grave et ça va nous rendre très peu résilients à l'augmentation des prix. Donc c'est pas, la situation à Bruxelles, on dit toujours c'est moins pire qu'ailleurs, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Donc là, il y a une grosse carence. On ne régule pas du tout les loyers, effectivement, pour l'instant. Il y a un petit contrôle de qualité avec la direction de l'inspection régionale du logement qui, sur base de plaintes des locataires, va effectuer des contrôles et mettre des amendes aux propriétaires. Et parfois, ils ferment des logements. Mais les locataires ont très peur de porter plainte parce qu'ils ont peur de se faire jeter par leur propriétaire par la suite. Et puis, si on ferme le logement, les gens n'ont plus de logement. Donc, on ne trouve pas de solution de relogement pour ces gens parfois. Donc, voilà, c'est très difficile. Donc, ça, c'est le niveau qualité. Au niveau du prix, il n'y a aucun contrôle. Donc, un contrat, normalement, c'est une négociation entre deux parties égales. Il n'y a pas d'égalité pour l'instant entre locataires et propriétaires. Je connais peu de locataires qui ont négocié leur loyer. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais voilà. Donc, dans cette balance qui est complètement déséquilibrée, il est juste de songer à réguler le marché du logement comme on régule le marché du travail, là où il y a des négociations entre patronat et syndicats pour avoir des barèmes de salaire et pour l'indexation des salaires. Donc voilà, ça c'est une chose. On ne le fait pas. Alors pourquoi? Ça c'est parce qu'il y a des résistances de l'autre côté, évidemment. Mais je pense qu'il faut essayer d'augmenter un peu, de fortifier un peu les locataires entre eux, de les unir et qu'eux s'unissent pour obtenir plus de choses, quoi. J'avais une dernière chose à dire. Je pense qu'il faudrait, la situation est tellement critique que je crois qu'il faudrait essayer d'encourager les projets associatifs et les projets d'habitants qui souhaitent répondre à la demande sociale de manière pérenne et qui ont une visée anti-spéculative. Anti-spéculative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plafonnement des prix à la revente, ou alors qu'on décide qu'on ne revend jamais le bien, par exemple, et que, voilà. J'en parlerai tout à l'heure, à la fin, je pense. Mais il y a des solutions, c'est juste que
on les met pas en place. Désolée, j'ai été très longue. Non, non, pas de Mais souci, non, voilà. très bien. Mais je me disais peut-être, Sarah, tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce que fait ou ne fait pas le gouvernement et par rapport à cette question des logements sociaux et surtout de l'accès au logement, enfin, et de la régulation des loyers, par exemple. Oui, alors sur la question des logements sociaux, c'est sûr qu'on n'en construit vraiment pas assez. Il y a une très grande résistance, notamment au niveau communal, à la construction de logements sociaux. Et en fait, il y a aussi le fait que le parc de logement social est grosso modo assez dégradé et en mauvais état, et donc il a vraiment pas bonne presse. Mais le logement social, ça reste vraiment un outil assez intéressant du point de vue démocratique, parce qu'en fait, c'est le seul segment de l'immobilier et du foncier, donc du sol, sur lequel, en théorie il pourrait y avoir un contrôle démocratique. Et le logement social renverse le rapport au marché, puisqu'on paye selon ses moyens et en fonction de ses besoins, et pas c'est la loterie, quoi. Et il y a juste un truc aussi, c'est il y a souvent des très grandes résistances à voir le logement social se construire près de chez soi. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que le logement social, ça ne crée pas le pauvre en génération spontanée, quoi. Les gens, ils sont déjà pauvres avant, et ensuite, ils peuvent aller dans du logement social, et du coup, ils sont mieux logés. Mais il n'y a pas une espèce de création bref, il y a un rapport à inverser dans la pensée qu'on a sur le logement social. Et par rapport à la régulation, oui, comme le dit Anne-Sophie, c'est une question de rapport de force. En Belgique, on a à peu près 60% de locataires. À Bruxelles, c'est un chiffre qui tombe plutôt en dessous de 40%. De propriétaires. En Belgique, on est plutôt autour de 60% de propriétaires, et à Bruxelles, plutôt 40%. Et donc, il y a clairement un truc de rapport de force. Mais je veux dire, c'est pas n'importe qui est propriétaire bailleur. Et c'est pas n'importe qui non plus qui, grosso modo, se retrouve à prendre des décisions politiques sur la question. C'est un conflit de classe, c'est un conflit d'intérêts, et il y a vraiment un rapport de force à mettre en œuvre. Et voilà, mais par ailleurs, c'est vrai qu'une régulation, potentiellement, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Une certaine transparence et un certain enregistrement des éléments, etc. Et c'est aussi ce qu'on nous rétorque souvent. Tant pis, en fait, on enregistre déjà plein d'autres trucs sur notre vie privée sans nous le dire, enfin merde. Et puis, il y a un autre élément finalement, c'est on nous dit, oui, en fait, si vous fixez les loyers, on va arrêter de rénover les logements. Je vous invite à aller visiter énormément de bâtiments dans le vieux Molenbeek ou à Anderlecht, ou même à Schaerbeek, là où moi j'habite. C'est pas parce qu'on fixe pas les loyers qu'ils rénovent les logements, quoi. Cet argument-là, voilà. Et du coup... un quart d'heure, tu sais que c'est pas possible. Hein. Oui, je sais, Sarah. Et du coup, donc, les mesures qui peuvent être mises en place, on l'a évoqué, donc cette régulation, mais il y a l'air de pas avoir vraiment de vraies décisions politiques derrière. Est-ce qu'il y a des choses très concrètes? Bon, là, on a parlé tout à l'heure avec Nathan, il a évoqué le fait de ne pas payer les loyers dans cette période de coronavirus. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité ici avec ce corona de préparer l'après aussi, dans ce rapport à la marchandisation du logement? Peut-être qu'on peut parler un peu des conséquences là pour l'instant. Enfin, c'est bien que les gens qui ont des problèmes de logement, là pour l'instant c'est encore pire, mais il va y avoir l'arrivée de tout un nouveau public, je pense. Il va avoir des problèmes de logement liés à la perte partielle ou totale d'un revenu. Donc, évidemment, on pense aux personnes sans papier qui, là, ont tout perdu, et qui ne vont pas bénéficier d'un revenu de remplacement. Donc, je ne sais pas comment elles vont se nourrir et payer leur loyer, parce qu'il y a des personnes sans papier qui paient un loyer. Évidemment, certains étudiants, tous ceux qui ont des petits boulots, qui font un travail au noir. Et puis, même quand vous avez un chômage, là, si vous étiez ric-rac déjà avant, maintenant, voilà. Et pour l'instant, il n'y a vraiment rien de prévu pour les locataires du marché privé en cette période de crise. On a parlé d'un moratoire sur le remboursement des crédits hypothécaires. On a parlé de mesures pour les locataires du logement public. Il y a un moratoire sur les expulsions pour les logements privés, mais c'est tout. Et il n'y a rien d'autre pour l'instant. Donc, il n'y a pas de solution, quoi. Donc, à mon avis, après la crise, il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont être menées en justice de paix, beaucoup d'expulsions. Je crains ça vraiment, une augmentation du sans-abrisme et évidemment pour toutes les personnes qui ont la chance d'avoir encore un logement, une augmentation des pratiques abusives, style marchand de sommeil, loyer abusif.
Donc ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'on ne voit pas encore vraiment les conséquences de cette crise, quoi. Justement, je regardais un peu dans les réactions par rapport à ce que vous disiez. Il y en a pas mal qui s'interrogent sur OK, comment faire. Alors du coup, après, comment mettre en place, comment faire pour que les locataires s'unissent, justement. Il y a notamment notre documentaire qui évoque la question, en prenant l'exemple de ce qui s'est passé à Berlin, où ils ont obtenu le gel des loyers. Mais peut-être que vous avez aussi votre avis sur la question. Comment est-ce qu'ici, avec la réalité de Bruxelles, vous pensez qu'il est stratégiquement intéressant d'unir les locataires Est-ce qu'il y a déjà des choses en place ou pas, ou est-ce que voilà. Il y a déjà des choses qui existent par ailleurs. Il y a des locataires, il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on pourrait créer maintenant. Donc de s'unir sur des bases peut-être locales pour commencer, de se tenir au courant les uns les autres. Est-ce qu'on va réussir à payer nos loyers? Oui, non. Est-ce qu'on a reçu une lettre de huissier de justice? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont... il y a vraiment un intérêt à monter plein de trucs. Si ça vous intéresse, je vous invite à écrire à l'adresse Action Logement Bruxelles @riseup.net, ou à faire ça. Je pense que, en fait, sincèrement, on n'a pas une solution. Si on avait la solution, on serait occupé à la marteler partout depuis des années et ce serait formidable. Par contre, ce qui est certain, c'est que toutes les actions sont bonnes à prendre. Il y a une grève des loyers qui est occupée à se monter. C'est quand même une initiative qui est vraiment intéressante et c'est quand même un acte qui repose la question du fait que, en fait, quand vous payez un loyer, vous donnez de l'argent à quelqu'un. Donc, en fait, voilà, c'est quand même un élément à avoir en tête. Donc voilà, il y a une grève de loyer. Je pense qu'il faut monter des fronts anti-expulsion. Il faut qu'on se retrouve les uns et les autres dans les justices de paix. À Barcelone, après la crise de 2008, il y avait notamment eu ça, beaucoup d'empêchements d'éviction par des envahissements et simplement le fait de déborder les huissiers quand ils arrivent quelque part, par notre nombre. À Bruxelles, on est donc 60% de locataires. On est la majorité, quoi. Voilà, donc unissons-nous de tous les moyens possibles et imaginables. Mais je pense que vous allez parler de la grève des loyers juste après. Okay. Des auditeurs. Donc, est-ce juste... Attends, voilà, du coup, il y a une question ici à nos auditeurs. Est-ce juste de payer un loyer, même pour ceux qui auront un revenu de remplacement? Ah oui, ça c'est encore... Est-ce juste de... J'ai pas compris, je suis désolée. De continuer à payer un loyer, même pour ceux qui ont un revenu de remplacement. C'est-à-dire que dans quelles circonstances ouais. Mais, en fait, ce qui est compliqué dans cette situation, comme le disait Anne-Sophie, c'est qu'il y a des solutions qui sont occupées à être mises en place pour un tas d'acteurs, mais pas pour les locataires. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez un revenu de remplacement qui est mis en place par l'État. Et en fait, ce qu'on dit, c'est « Ok, on va vous donner un peu d'argent pour que vous surviviez, mais merci de l'allouer de façon prioritaire au paiement de votre loyer. » Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est un transfert direct d'argent public vers le privé, quelle que soit sa taille, en fait. Et alors, je ne dis pas que tous les propriétaires sont des salauds qui sont occupés à prendre un bain dans leur jacuzzi de 6 mètres carrés. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais je pense que, comme le disait... Se prendre en vidéo, en drone, dans leur jardin, par exemple. Ou dans un espèce d'endroit très très grand à Laken. D'ailleurs, on devrait pouvoir construire des logements sociaux dessus. Mais du coup, ce que je veux dire, Nathan disait un truc tout à l'heure que je trouve intéressant, c'est de dire, en fait, oui, il y a peut-être des gens qui ont besoin de leur loyer, de percevoir un loyer, mais ça ne représente pas une majorité des propriétaires bailleurs. Il faut quand même avoir conscience de ça. Les derniers chiffres qu'on a sont un peu anciens, mais il n'empêche que les propriétaires bailleurs, ils ont souvent beaucoup de logements et ils sont souvent rentiers, quoi. Donc on n'est pas... l'image du petit propriétaire qui a absolument besoin de son loyer, il existe, mais il sert vraiment d'arbre qui cache la forêt. Et donc, il faut peut-être renverser la vapeur, quoi, inverser la vapeur. Je veux dire, effectivement, moi, je ne trouve pas ça normal que dans une situation d'abord de crise sanitaire qui va se transformer en crise économique, l'argent qui est perçu par les impôts essentiellement sur le travail va en très grande partie servir à renflouer les caisses de propriétaires. C'est qui paye la crise? C'est ça la question qu'on se pose au final. Qui paye la crise? Manifestement, les pauvres. Que ce soit maintenant ou sur le long terme, si on ne change pas de régime politique, on va repartir vers de l'austérité. Et il y a maintenant comme ça un risque très fort. Je pense que nouer nos mobilisations autour de la santé et du logement, ça fait vraiment sens. Ce sont des droits fondamentaux dont on perçoit tous l'absolue nécessité et le lien immédiat avec notre survie. Oui, ça semble évidemment
absolument évident en ce moment. Eh ben, merci beaucoup les filles pour vos interventions, Anne-Sophie et Sarah. On va enchaîner justement parce que tu as tendu des énormes perches tout à fait intéressantes et j'ai à chaque fois essayé de m'en saisir, mais bon voilà. Par rapport à la grève des loyers justement, puisque notre prochain intervenant fait partie du mouvement de la grève des loyers. Donc merci les filles pour votre participation, pour votre expertise et on va donc maintenant recevoir, donc pour continuer dans cette même thématique, dans cette logique, recevoir un autre intervenant donc, qui fait partie de ce mouvement de la grève des loyers. Jingle. Ouais, presque jingle. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Eh ben oui. Alors, ben voilà, je vous le disais, on va recevoir donc quelqu'un du mouvement pour la grève des loyers, puisque voilà, on parlait d'actions concrètes et de que faire pour améliorer potentiellement cet après. Et donc, il y a tout ce mouvement qui vient d'être lancé sur la grève des loyers, et on reçoit Zora. Est-ce que tu me reçois, Zora? Ouais, je te vois juste pas. Mais... Yes! Ah ben oui, tu ne me vois pas, je suis vraiment désolé. On est presque high-tech, mais pas suffisamment que pour que tu aies mon visage. Voilà, mais bon, je te vois et ça me fait plaisir de te rencontrer, Zora. Du coup, voilà, on vient d'avoir donc plusieurs intervenants, notamment donc, des infirmières de rue et puis un représentant de l'Union des locataires maroliens qui ont donné un petit peu leur constat de la situation pour les plus précaires d'entre nous et les gens qui sont à la rue ou les sans-papiers ou les personnes voilà, dans le besoin. On a eu après une expertise donc de Anne-Sophie du RBDH et de Sarah de IEB qui nous ont un peu dressé les mesures qui sont mises en place ou pas justement par la région bruxelloise en cette crise et surtout les dysfonctionnements qui existaient avant. Et aujourd'hui, voilà, on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Je n'entends plus. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, éventuellement, est-ce que je commence à répondre un peu ou... Ouais, est-ce qu'on m'entend? Oui, moi je t'entends en tout cas. Oui. Ok, bah. Du coup, tu m'entends aussi? Ok. Je t'entends aussi, ouais. Du coup, je te donnais la parole pour que tu présentes éventuellement le mouvement de la grève des loyers, d'où ça vient et quels sont les objectifs à court, moyen et long terme. Ok, mais du coup, d'où ça vient? À la base, c'est une initiative spontanée de certains locataires qui se retrouvaient à être revenus. Bon, pas toujours. Et qui auraient du coup qui se retrouvaient à avoir des problèmes à payer le loyer. Et donc, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là et est-ce qu'on ne devrait pas tous se mettre ensemble et essayer de s'organiser. Donc, ils ont créé un groupe Facebook à la base où les personnes se rajoutaient s'ils avaient le même problème, quoi. Et l'initiative, elle est partie en Belgique, mais elle est aussi partie en fait dans plein d'autres pays à peu près au même moment, donc au Canada, aux USA, et aussi en Europe, vraiment pas mal de pays qui commencent à lancer une grève des loyers. Du coup, d'où est partie, quelle est la logique de la grève des loyers? C'est un peu comme ils ont dit tous les intervenants, il y a énormément de personnes qui ont perdu une totalité, ou en tout cas une partie de leurs revenus, et qui se retrouvent à se poser la question est-ce que je paye mes courses ou bien est-ce que je paye mon loyer, quoi. Et bon, effectivement, ce problème, il était déjà présent avant le coronavirus. Maintenant, il est poussé à l'extrême. Et comme ils l'ont dit, là, c'est très bien expliqué, depuis maintenant plus de 10 ans, en fait, les loyers augmentent sans cesse et les revenus, ils n'augmentent pas. Donc, ça fait poser la question de déjà la toute-puissance du propriétaire et l'opposition entre les intérêts
financiers, et puis des besoins fondamentaux de travailleurs et travailleuses qui ont simplement, qui sont plus démunis, quoi. Et donc, du coup, si on lance l'appel à la grève, c'était déjà pour faire face à cette situation extrême de centaines de milliers de personnes, et aussi, c'est aussi l'occasion d'interroger la logique à l'œuvre qu'il y a à Bruxelles pour l'instant et dans plein d'autres pays. C'est est-ce que c'est normal que des personnes est-ce que c'est normal qu'un tiers ou même souvent 60% des revenus vont dans le logement, donc dans un endroit consacré à juste vivre et dormir, quoi. Et donc, voilà, on trouve que, pour nous, on trouve que le coût de la crise du coronavirus, elle devrait être assumée aussi par les personnes plus aisées. Donc, pour nous, on entend les propriétaires rentiers, quoi. Oui. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, la première interrogation qu'on a par rapport à cette question de la grève des loyers et la première critique, entre guillemets, c'est ce dont on parlait, ce dont Sarah parlait juste avant, en disant qu'effectivement, il n'y a pas comme à Londres, où on voit des grosses sociétés comme Blackstone qui gèrent carrément 60 à 70% de la ville, qui sont des grosses sociétés immobilières. Ici, à Bruxelles, il y a beaucoup de plus petits propriétaires qui sont quand même aussi des personnes, comme le disait Sarah à l'instant, qui généralement en fait ont plusieurs quand même propriétés. Mais donc cette grève des loyers, elle s'applique à tout le monde et dans toutes circonstances, ou qu'est-ce que vous répondez à ça en fait? Je trouve que Sarah a super bien répondu à ça. C'est que effectivement, oui, la crise du coronavirus, elle va toucher tout le monde. Elle va toucher de toute façon tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que les propriétaires, ça les touche pas aussi. En fait, si les locataires arrêtent de payer, c'est normal qu'effectivement, même les petits propriétaires, ils vont avoir une baisse en quelque sorte. Mais ça revient toujours à mettre un poids, d'un côté, parler de profit et de l'autre côté, de besoins fondamentaux, quoi. Donc, déjà ça, pour nous, en fait, la comparaison pour nous, la situation entre propriétaire et locataire, elle est vraiment pas comparable parce que, en règle générale, une personne propriétaire d'un logement, celui qui a une valeur, ils vont d'office avoir moins de risques d'être à la rue que des personnes qui possèdent que leur force de travail. Et donc, voilà. Et donc, pour nous, le loyer, c'est pas légitime, n'est pas légitime en soi, en fait. C'est un. Là, il y a Bertrand Lambion qui partage sur Facebook. Je pense que ce serait intéressant de discuter avec des propriétaires militants pour trouver un consensus. Il y a plusieurs personnes qui ont réagi dans ce sens-là en disant que finalement, il y avait quand même pas mal de... Ah, je t'ai perdu, Sarah? Non, ah non, ça va, ok. Qu'il y a quand même pas mal de personnes de propriétaires même qui seraient d'accord. Est-ce qu'il y a, du côté des propriétaires, quelque chose qui s'organise aussi? Non, pas à ma connaissance pour l'instant. Effectivement, on encourage ça aussi. C'est évidemment à eux aussi de s'organiser. Pour l'instant, il n'y a pas. Que je connaisse, il n'y a pas quelque chose qui est. Juste par curiosité, parce que les gens interagissaient à ce propos-là. Merci beaucoup en tout cas, Zora. Et juste une dernière chose, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? J'ai vu passer des levées de fonds pour soutenir la cause. Il y avait aussi ce truc de drap blanc à la fenêtre. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Est-ce que tu peux vite... Ouais, mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on propose? En fait, c'est surtout des conseils et du soutien. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est d'abord de contacter leurs voisins, les personnes du quartier et tout, et d'envoyer une lettre au propriétaire. Donc, on propose une lettre type, par exemple, à envoyer au propriétaire. On leur propose aussi d'aller sur le groupe Facebook qui existe maintenant pour justement se réunir et discuter, aussi pour partager leurs problèmes et donc avoir des réponses de plusieurs personnes qui s'y connaissent peut-être mieux dans le sujet. Il y a un appel à témoignage aussi, donc ou de la situation que les personnes sont en train de vivre, ou bien un témoignage de la réaction du propriétaire suite à la demande. Il y a une pétition qui est maintenant en ligne et effectivement une caisse de grève qui permettrait en fait de soutenir surtout les procès
les frais des juges de paix et des avocats qu'on devrait éventuellement payer suite ces problématiques-là. Et alors, une dernière chose, le groupe, c'est aussi, comme je pense Tara avait parlé, ou Anne-Marie, en gros, après le confinement, ce ne sera pas fini. Et donc, ce groupe, c'est aussi essayer de s'organiser collectivement pour faire face aux expulsions. Merci beaucoup, Zora, pour ton intervention. Donc, on va mettre toutes les infos pour vous soutenir dans le commentaire de la page Facebook. On vous souhaite beaucoup de courage dans la suite de votre mouvement. Et puis voilà, on revient aussi sur cette question-là dans le documentaire mercredi prochain que vous pourrez donc suivre. Et j'espère que vous pourrez partager aussi sur vos réseaux. Voilà, on essaie de mettre en commun tout ça. Okay. Et à bientôt, à la prochaine. Je t'en prie, dis. Voilà, donc c'est tout pour ce petit parenthèse logement. On va remettre aussi toutes les informations des sites internet du RBDH et de IEB aussi. N'hésitez pas à les consulter. Le Bruxelles en mouvement, c'est le journal qui est diffusé, je ne sais pas, tous les mois, je pense, ou tous les 2 mois, je ne sais pas exactement, de Interenvironnement Bruxelles. C'est hyper intéressant avec des articles chaque fois très pertinents par rapport aux réalités concrètes. Et voilà, maintenant, on va enchaîner avec sortir un petit peu de tout ça avec notre petite chronique musique. Jingle. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Ben oui. Alors aujourd'hui, on est content de recevoir Manza du crew CNN. Alors Manza, c'est un artiste belge, un rappeur, un slammer, un écrivain, un poète. Je pense qu'on peut le décrire comme ça. Je ne sais pas s'il va être d'accord avec moi, mais je pense que oui. Il a écrit plusieurs recueils, notamment un livre également qui s'appelle La Cité à comparaître. Il est surtout aussi l'un des précurseurs du slam en Belgique. On est content de le recevoir. Son univers artistique est entre, tu me dis si je me trompe, musique urbaine, mélodie arabe, musique française, un peu tout ça. Et puis que tu as tes places à l'Espace Mag où tu donnes également des cours d'initiation au slam. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. Bonsoir Manza. Je suis médiateur culturel pour les... Bonsoir. Voilà, c'est un bien résumé. Mais avant tout, je suis d'abord quelqu'un qui est du mouvement hip-hop, donc j'ai commencé d'abord dans le mouvement hip-hop et d'abord par le rap, et puis bien sûr quand le slam est arrivé, j'ai joué sur les deux disciplines, quoi. Donc quand je suis sur scène, il y a autant cette faculté de pouvoir monter sur scène, partager des textes en a cappella qu'accompagner de musique. Trop cool. Là, ici, je t'ai introduit dans la section musique. Effectivement, c'est plus large que ça, ce que tu fais. Le slam, c'est toujours difficile à caser où est-ce qu'on met ça. Est-ce que c'est de la littérature? Est-ce que c'est de la déclamation? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est... Bon, voilà. Ça, tu auras peut-être une meilleure définition que moi dans tous les cas. Mais là, aujourd'hui, tu venais pour nous proposer un texte que tu as écrit par rapport au coronavirus dans un cadre précis. Je crois que tu me disais en off que c'était un projet qui était organisé... par Karl Norak, qui s'appelle Fleurs de funérailles. Peut-être tu peux nous en parler. Oui, en fait, j'ai été interpellé par Mélanie Godin, qui s'occupe des Midis de la Poésie. Et par le biais de cette personne, elle est un peu la coordinatrice au niveau de Bruxelles, de rassembler des poètes bruxellois pour pouvoir parler de cette thématique, parce qu'on voulait rendre hommage de manière autant générale qu'individuelle aux victimes du coronavirus, parce qu'il y a eu beaucoup de morts et il y en a même qui sont partis dans l'anonymat, donc on voulait un peu mettre des mots du cœur par rapport à tout ça. Et Karl Norak, donc c'est quelqu'un qui est le poète national de Belgique, donc c'est notre poète national, et sur son site donc il a rassemblé tous les poèmes de tous les poètes du plat pays qui ont participé à ce projet. Il y a Lisette Lombé, Tahar Adnan, il y a Joy, il y a Laurence Viel et tant d'autres encore, Mélanie Lenoir. Donc il y en a vraiment un gros panel, autant de Flandre que Bruxelles qu'en Wallonie. Donc, il y a un texte que je voulais vous partager parce qu'on peut le retrouver aussi sur le site. Donc voilà, un peu en gros. Merci. Écoute, je te laisse la parole pour ta prestation. Ok. Voilà.
Reste chez toi. T'en as rêvé si souvent, là c'est le moment. Ensemble on tremble, on tombe, ou on marche sur la même ligne du temps. Pense vivant, montre la voie, monte la voie. De ta fenêtre, crie-le sur tous les toits. Remercie tous ces soldats de l'ombre qui pensent les lumières de l'existence. Toi, repense aux souffrances, rectifie ta cadence. Aujourd'hui, plus que jamais, respirer est une chance. Reste chez toi, renoue avec la bienveillance un soupçon de patience, ensemble, jamais en cendres. Faisons battre les cœurs de la vaillance et dont la science, solidarité d'essence, des graines de futures espérances. Si tu restes chez toi, tu habites la demeure de l'humanité, un acte si simple comme crier « reste chez toi », écho de l'aude à l'unité. Il y a ceux qui partent trop tôt, ceux qu'on regrette trop tard, emportés par les mots, à leur chevet, ma plume leur dépose des bouquets de mots, des échos, de nos cœurs d'amour, des absences amères, des allées sans retour, la maladie joue des tours, la mort s'empare de nos nuits. Elle nous confine aux confins de l'ennui, à nos disparus, partis sans dire au revoir, trop tard pour les pleurer, des bruits de trépas dans le couloir, des photos qui collent à nos mémoires, des traces de souvenirs dans le miroir, des ailes d'ange les ont portées vers un autre part, de là où on ne revient pas, de là où quand il y a quelqu'un qui y va, les proches n'en reviennent pas, de ce vide qu'il laissera. Le corona a pris des milliers de vies, mais la solidarité jamais ne plie, pour les défunts l'enfant prie. Le personnel soignant veille sans répit, tandis que le poète écrit des lignes de soutien à toutes les familles, pour que jamais on ne les oublie, pour que jamais on ne perde l'espoir de vue. Ce qui tue ne nous rendra que plus vivants, que plus bienveillants, soucieux des vrais engagements. Unis pour se souvenir, pour se sourire, pour se soutenir, planter nos cœurs et nos pensées comme des drapeaux de beaux soupirs, brandir l'amour à nos absents qui nous marqueront et nous manqueront éternellement. La vérité dans le regard des enfants, nos petits mots, des petits pansements, on se retrouvera, une question de temps. On est juste de simples passants. Merci. Merci, Donc merci voilà. à toi Manza, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci Ouais, pour ça fait l'invitation. plaisir Merci à franchement toutes et les... que la solidarité jamais ne plie. Je pense qu'on va essayer de le rester gravé là à toute Elle notre est émission. contagieuse. Ouais, j'ose Voilà. espérer. Merci en tout cas Merci, pour ton partage. merci pour ce moment. C'est ça un fait grand plaisir. ouais. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Donc, n'hésitez pas à suivre donc Manza sur ce site internet. On va aussi donner toutes les coordonnées à venir. Je pense que de toute façon, là, comme beaucoup de gens dans le milieu de la musique, tout est un peu en stand-by en attente de voir qu'est-ce qui va advenir. Mais voilà, donc vous pouvez suivre son actualité sur internet. Alors, on va enchaîner avec notre rubrique Corporate Homemade. Let's go to the jungle. Esperanza Festival présente Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Un lockdown live. Hashtag corporate. Oui. Voilà, donc on va recevoir Bethel de l'équipe Tout va bien qui va nous faire un petit billet sur la situation des étudiants. On en parlait tout à l'heure, Anne-Sophie a évoqué la galère des étudiants également pour se loger et la réalité que ça peut engendrer. C'est aussi des personnes qui sont susceptibles d'être touchées par la problématique du coronavirus et surtout le rapport au logement, puisque beaucoup d'étudiants ont aussi perdu leur job. Voilà, alors est-ce que tu me reçois, Bethel? Oui. Est-ce que Hello. toi, tu m'entends? 5 sur 5. Ah, cool. Trop bien. Voilà, madame, je viens de t'introduire. Donc, la question de la situation des étudiants. Qu'est-ce qu'il en est? Tu voulais nous partager un petit billet d'humeur. Et je te donne donc la parole, Bethel. Merci. Alors, avant de commencer, juste pour être hyper honnête, en fait, j'ai écrit un texte et donc peut-être j'aurai pas toujours mes yeux rivés sur mon écran parce que je vais lire, mais essayer de dire de manière un peu dynamique quand même. Et j'ai écrit la majorité au féminin parce que voilà, j'aime pas trop il n'y a pas vraiment de justification. Je pense que ça change un peu, donc voilà. Alors, donc quand le confinement a commencé, que ce soit via des mesures étatiques, communales ou parce que des gens ont décidé déjà par eux-mêmes ou par elles-mêmes de se confiner. Donc, il y a pas mal de choses qui m'ont mise en colère. D'abord, la réaction tardive du gouvernement.
les mesures qui étaient complètement inégalitaires qui ont été mises en place, parce que se confiner à la campagne, dans une résidence avec piscine, c'est pas exactement la même chose que de se confiner à 10 dans un appartement ou dans un cote. La privation de revenus pour plusieurs personnes, la mise en danger en termes de santé pour d'autres. Je pense par exemple aux personnes détenues ou aux personnes qui sont dans les centres fermés. Le fait que la police, du coup, trouve un nouveau prétexte pour tabasser les personnes racisées, la situation du personnel soignant, etc., etc. Et parmi tout ça, il y a donc la situation des personnes étudiantes dont je fais partie et on est quand même assez nombreuses. Alors au départ, je voulais écrire un billet d'humeur qui était plutôt en colère, parce que je pense quand même que la colère, ça reste quand même une belle émotion pour lutter contre tous les systèmes. Mais en fait, plus le temps passe, plus en fait, je me rends compte que j'ai envie et que je préfère adresser plutôt à mes copines étudiantes un message de soutien. Alors, pour replacer un peu le contexte, donc quand les mesures de confinement ont été officiellement annoncées par l'État, que ce soit les universités ou les autres écoles, tous les lieux où on retrouve des étudiants ont fermé leurs portes. Du coup, c'est vrai que ça semble plutôt logique, au vu des milliers de personnes qui gravitent dans ces lieux-là, que ce soit les étudiantes, les profs, les assistantes, mais aussi le personnel de cafétéria, le personnel de nettoyage, etc. Et en ce qui concerne les étudiantes, on a eu une situation de flottement où en fait tout le monde était un peu perdu et à l'arrêt pendant plusieurs jours. Pendant ce temps-là, les universités se réunissaient et essayaient de trouver des solutions. Et puis nous, en tant qu'étudiantes, on attendait un peu sans trop savoir quoi faire. Donc on s'est posé pas mal de questions. Est-ce que les cours vont être maintenus? Si oui, comment? Quid des travaux à rendre, des mémoires, des travaux de groupe, etc., etc. Mais aussi des questions qui sont liées à des aspects plus financiers ou à des questions de santé, comme les questions de santé mentale ou le paiement de loyer d'un cote, par exemple. Alors, ces questions-là, elles peuvent parfois avoir l'air un peu dérisoires et superficielles, mais quand en fait on les croise avec d'autres systèmes, donc le système capitaliste, raciste, sexiste, validiste, etc., on se rend compte en fait de l'importance de ces questions-là parce que ces systèmes, ils sont aussi évidemment présents au sein des universités. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis inscrite au master en études de genre et la solution qui a été trouvée concernant les cours, c'est la mise en place de cours en ligne. Ça a été trouvé très rapidement et en fait, pour moi, je trouve que ça traduit déjà en fait une forme à la fois de classisme et à la fois de validisme, où on suppose en fait que tout le monde a accès à un ordinateur aux heures prévues des cours, que tout le monde a accès à une bonne connexion Internet, qu'on a accès à un espace aussi à soi qui permet d'être au calme, qui permet d'écouter une prof parler, qui permet d'étudier, etc. Et aussi, ça suppose qu'on ait toutes les mêmes capacités auditives qui sont nécessaires pour, par exemple, suivre une vidéo en ligne. Et là, je pense ici, par exemple, aux personnes sourdes ou qui ont des difficultés d'audition. Donc, on entend souvent, je trouve, à l'heure actuelle que tout le monde a accès à ça, quoi, que ce soit les questions de temps, d'espace, de capacité. Mais, moi, j'ai l'impression de constater quand même qu'il y avait pas mal d'étudiantes qui étaient dans les salles informatiques, par exemple, ou dans les bibliothèques. Et donc, on peut quand même se poser des questions et constater, ce qui n'est pas nouveau en soi, qu'on n'est pas tous et toutes égaux face aux études. Et on le sait déjà, on voit qu'il y a toute une série de personnes qui doivent déjà passer plein d'obstacles avant d'arriver à s'inscrire dans une université. Alors, du coup, les cours en ligne, c'est bien, c'est une première solution, mais je pense que soit elle doit être temporaire, soit elle doit être absolument couplée en fait avec d'autres mesures. Parce que les problèmes de connexion, les vidéos qui ne chargent pas, l'accès qui n'est pas toujours hyper évident à certaines plateformes,
ou le fait de ne pas pouvoir échanger de visu avec la prof ou avec les autres étudiantes, ben, ça peut en fait être vécu comme des freins pour certaines personnes parce que voilà, on n'a pas toutes la même manière d'apprendre et on n'a pas toutes non plus nos cerveaux qui fonctionnent de la même manière. Alors à côté de ça, on se retrouve avec toute une série d'étudiantes qui, pour moi, font partie de populations qui sont potentiellement à risque, que ce soit pour des questions sanitaires ou des questions financières. Je pense tout d'abord à mes copines qui sont parents et qui travaillent à temps plein. Donc, le fait de devoir à la fois suivre des cours qui sont à distance, à la fois être en télétravail et en plus s'occuper d'enfants qu'on a potentiellement à sa charge, ben, ça élève déjà le niveau de difficulté. Et je pense que les cours, ben, ils peuvent du coup être quelque chose qui peut vite passer à la trappe, ce qui me semble ben, en effet parfois plutôt logique. Je pense aussi aux étudiantes qui ont un travail et qui est un travail lié à la santé. Quand moi j'ai fait un master en sexo, en fait j'avais plusieurs de mes camarades étudiantes qui travaillaient en tant qu'infirmières. Et ici, ben, voilà, on se rend compte que il y a des demandes pour les infirmières d'aller dans certains hôpitaux ou d'aller dans des maisons de repos ou autres. Et donc, bah, encore une fois, en fait, les cours peuvent clairement devenir secondaires dans ces situations-là, voire tertiaires, voire même inexistants au vu de l'urgence sanitaire actuelle. Du coup, ma question, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire en fait après avec toutes ces étudiantes qui ont dû laisser tomber les cours au profit d'autres choses qui sont soit des choses qui sont nécessaires pour la communauté, soit qui sont nécessaires pour leur santé mentale, leur santé physique ou leur stabilité financière. Comment essayer, en fait, au final, de ne pas pénaliser encore plus des populations qui sont peut-être déjà plus fragilisées. Et évidemment, c'est une question qui est plus large que juste la question des étudiantes en confinement. Alors, je pensais aussi, en écrivant ce texte, aux étudiantes qui sont en Erasmus et qui sont bloquées dans un pays loin de leur famille et de leurs proches. Je pensais aussi aux étudiantes qui se retrouvent seules dans un cote et pour qui la solitude, ça peut vraiment parfois être un poids. Je pense aux étudiantes qui ont perdu leur job et qui sont dans l'impossibilité de payer leur loyer, par exemple. On en a un peu parlé les intervenantes juste avant moi en ont un peu parlé. Je pense aux étudiantes aussi qui ont une santé mentale fragile, qui sont en dépression ou autre. Et la situation qu'on vit ici, ben, elle est clairement anxiogène et donc elle peut être vraiment une source d'angoisse pour certaines personnes. Je pensais aux étudiants qui sont et étudiantes qui sont hors Union européenne et qui ont dû déjà débourser pas mal d'argent parfois pour s'inscrire dans nos universités et qui risquent peut-être, potentiellement, on ne sait pas trop, de perdre cette année. Je pense aux étudiantes qui sont dans des relations violentes, qui sont confinées avec une personne qui est violente. Et je pensais aussi aux étudiantes qui doivent gérer à la fois les cours et à la fois malheureusement la maladie ou le décès d'un ou d'une proche. Alors, les universités ont proposé plusieurs solutions. Moi, je vais me centrer juste un peu sur les solutions proposées par l'ULB parce que c'est l'université dans laquelle je suis des cours actuellement. Donc, le service d'aide aux étudiants, que cela soit pour des questions financières ou des questions de santé, reste accessible. Les personnes qui vivent dans un code qui appartient à l'université sont invitées à prendre contact avec le service d'aide, car il a été question, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, d'une diminution des loyers. Il y a certaines salles aussi, notamment des salles informatiques qui restent ouvertes en cas de besoin, etc., etc. Mais moi, je pense que, sincèrement, toutes les mesures matérielles qui sont mises en place, elles doivent vraiment prendre en compte les étudiantes qui sont déjà les plus fragilisées et que les décisions qui vont être prises doivent vraiment être prises en partenariat avec des représentantes d'étudiantes, par exemple.
Je le constate dans mon master, mais je pense que c'est un truc aussi un peu plus général. Je pense que les profs ont plutôt intérêt en fait à consulter les étudiantes qui sont inscrites à leurs cours pour savoir quelles mesures seraient les plus adéquates. Alors évidemment, quand il y a des auditoires avec 600 personnes, ça peut paraître un peu compliqué, mais rappelons-nous que c'est aussi pour ça qu'il y a des fédérations d'étudiantes qui existent. Alors, il y a la question aussi des examens qui est un peu centrale et un peu en suspens. Mais si les examens sont maintenus, il devra vraiment, je pense, être pris en compte l'impossibilité pour certaines personnes actuellement d'avoir le temps, d'avoir l'espace et d'avoir l'énergie pour étudier. Et je pense qu'il devra aussi être pris en compte le fait que certains d'entre nous ont mis leurs énergies pour des besoins communautaires qui sont liés à la crise actuellement et qui, du coup, ont mis leurs études de côté. Et je pense, c'est pas nouveau, mais les universités devraient arrêter en fait de fonctionner dans un principe qui, moi, me semble quand même clairement élitiste et partir en fait plutôt des besoins des personnes qui sont les plus précarisées pour essayer de trouver des solutions adéquates qui peuvent se répercuter après sur l'ensemble ou alors gérer au cas par cas, mais alors vraiment dans une perspective juste et équitable. Alors, j'ai presque fini. Donc, je vais terminer avec un message de soutien pour toutes les personnes qui, du coup, comme moi, ont des difficultés à être efficaces, qui ont aussi des difficultés à gérer cette injonction à la productivité. Dealer avec la culpabilité quand on n'arrive pas à avancer dans son mémoire, quand on n'arrive pas à avancer dans ses travaux, quand on n'arrive pas à étudier, c'est pas hyper évident. Mais là, actuellement, on est dans une situation de crise qui vient exacerber en fait toute une série de dysfonctionnements qui sont déjà présents dans notre société. Et l'université, sans surprise, est une institution qui est dysfonctionnelle sous plusieurs aspects. Et j'espère vraiment que suite à cette crise, il y aura une meilleure prise en compte des étudiantes qui sont déjà plus fragilisées, déjà fragilisées par rapport au système académique, mais aussi fragilisées par toute une autre série de systèmes qui sont présents dans notre société. Voilà. Merci. Merci, on leur souhaite en tout cas courage à tous les étudiants et étudiantes et on regardera avec attention les décisions qui vont tomber parce qu'elles arrivent un peu au compte-gouttes au fur et à mesure. Mais donc voilà, merci beaucoup Vettel pour ce partage. Merci. À bientôt. Et voilà, on va terminer cette émission avec un peu plus de légèreté. Avec Valentin qui est notre nouvel intervenant sur le Grand Nawak, la dernière rubrique. Alors allons-y pour le jingle. Un lockdown live. L'instant. I feel good. Détendez-vous. Juste avant de prendre Valentin, je voulais quand même faire juste un petit rappel, parce qu'après on va clôturer là-dessus. Juste, je voulais rappeler ce numéro vert qui nous avait été transmis par la Fédération des services sociaux. Un numéro vert pour aider les personnes isolées. Donc c'est un numéro de dispatching, c'est le 0800 35 243, voilà, 0800 35 243. C'est un numéro vert qui permet pour toutes personnes qui sont dans le besoin et qui sont isolées d'avoir des aides sociales. Donc voilà, n'hésitez pas à le communiquer autour de vous, à ceux qui n'ont pas accès directement aux réseaux sociaux. Et maintenant, on peut accueillir Valentin. Salut, alors peut-être bientôt dans un petit instant. Alors Valentin est expert. C'est un médecin de haut vol qu'on vous a dégoté là
ce soir. Il est expert au ministère de la Santé et il a une analyse à nous donner sur cette situation qui est pour le moins compliquée, hein, n'est-ce pas Valentin? Oui, docteur, excusez-moi, docteur. Mon vrai nom, c'est Bert Janssens. Hein. Ah, autant pour moi. Je travaille pour le ministère de la Santé. On a beaucoup parlé de l'austérité. Je vais essayer de ne pas être trop austère. La situation est très grave, très erg, mais bon, on probeert de faire notre mieux. Je partage la solidarité avec tout le monde. J'ai une deuxième résidence dans les Ardennes et je ne peux pas y aller tout le temps et c'est vraiment difficile. J'ai aussi pas vraiment pour l'instant les loyers que je touche pour tous les immeubles que je loue pour des immigrés sans papier. Bon voilà, c'est compliqué. La réalité, c'est une situation très, très difficile pour tout le monde. Mais il y a peut-être aussi des aspects positifs. C'est le printemps, où il faut absolument penser positif. C'est peut-être une bonne opportunité pour le logement de faire un investissement, parce que beaucoup de logements vont être vides maintenant. Je pense surtout aux logements occupés par des personnes âgées. C'est peut-être l'occasion d'acheter vraiment pour un très bon prix ou d'investir dans du viager. Hein. Voilà, personnellement, c'est ce que j'ai fait, hein. Déjà depuis longtemps. Voilà, maintenant au ministère, en ce qui concerne le logement, on essaye vraiment de penser très loin, de ne pas rester focus sur le problème des lits. À la télé, sur une bête, le lit. On essaye aussi de penser le penderie, le toilette, le saal de billard. Enfin, pas rester focus, denken een beetje verder, toujours. Bon voilà, maintenant les chercheurs cherchent, les experts espèrent, mais c'est très difficile. On cherche évidemment toutes sortes de solutions, mais j'ai entendu certaines solutions pour le logement dans les discussions. Certains ont dit on est contre la spéculation. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi interdire les petits biscuits avec le café. C'est vraiment un processus qui va aider. Personnellement, un peu radical, effectivement. Je pense qu'on peut trouver un arrangement avec et des petits beurres et des spéculoos. On a été beaucoup très, très critiques sur le ministère et la gestion de la crise du coronavirus. On a déjà fait des commandes de matériel. Mais déjà, il y a très longtemps, au début de la crise, on a fait une première commande, je peux vous montrer, de masques. C'était pendant le mois de février. Bon voilà, c'était pendant la période de carnaval. Et voilà, le premier modèle de masque que l'on a créé, bon, voilà, c'est difficile pour tout le monde. Parfois, on fait des erreurs. On essaye dans la précipitation, dans la vitesse. Mais on fait notre mieux, hein. On fait du notre mieux et les gens peuvent comprendre et je pense que les Belges vont comprendre parce que les Belges sont intelligents. Là, nous, on cherche, hein. On arrache les pieds, on cherche vraiment d'arrache-pied, on se creuse la tête avant de creuser les têtes des autres. Ça c'est mon collègue Jos, on a creusé son tête, on n'a rien trouvé, hein. Donc maintenant, on cherche dans nos propres têtes et c'est plus facile. On essaye toutes sortes de choses. On a déjà fait une modélisation. J'ai fait ça avec mon enfant, parce qu'il faut bien qu'il s'occupe pendant la journée. Donc l'idée, c'est de trouver un traitement. C'est une simulation. Een vector de virus met of een medicament of een vaccin. Alors pour mijn collega heeft al iets c'est pas encore tout à fait prêt. On y travaille avec un peu plus de... Voilà. Ok. C'est pas encore tout à fait prêt, mais on travaille sur trouver le meilleure solution. Le traitement qui sera le plus
le plus costaud contre le virus. On cherche, mais le mieux dans un premier temps, c'est trouver vraiment des vitamines pour avoir un corps et un système immunitaire super tough, super om te vechten de virus. Donc on recommande à tout le monde de prendre des vitamines. Un traitement qui sera peut-être, on ne sait pas encore remboursé par la sécurité sociale. Et puis ça peut aussi faire que quand ce sera arrêté, que le déconfinement sera sorti, pouvoir montrer des muscles à tout le monde, et ça se fait toujours plaisir. On a aussi travaillé sur toutes sortes de traitements. Hein. On cherche. Ça, c'est... L'exemple vient de très très haut. Hein. Alors, on a aussi fait des commandes pour les protections pour le personnel hospitalier. Alors, on a reçu une première commande. Bon, on nous a dit, oh, ça ne convient pas, mais nous, on ne savait pas. On nous a dit protection. Et dans le ministère, on s'est trompé. C'est très joli. Et ça, on nous a dit, c'est pas aux normes. Les normes européennes sont très strictes. Hein, et on s'est trompé Il n'y a pas la marque CE dessus. Il n'est pas marqué non plus. C'était pas marqué. Au Moyen-Âge, ils ne savaient pas écrire. Catastrophe, hein, ça. L'Union européenne n'existait pas encore à ce moment-là. Mais on essaye. On est vraiment sous très, très grosse pression. Donc on prend notre tension tous les jours. C'est très important. Vraiment de penser. Et on cherche des solutions pour les habitants de la Belgique. Donc là, pour l'instant, le service travaille sur un tutoriel sur YouTube. Tout le monde a maintenant du papier toilette. Et pour faire un masque avec du papier toilette, hein, donc tu le fais comme ça. Et puis tu peux faire, si tu en mets plein, ça fait vraiment un super masque. Pour le coup de coupe, c'est pas très pratique, mais c'est pas cher. Et si tu en mets plein, ça fait un momie. Et les momies, c'est si comme ça tu es malade, tu es déjà prêt pour être enterré. Voilà, ça permet de gagner du temps, et c'est plus facile, surtout si tu es tout seul chez toi. Hein. Et tous les tutoriels seront disponibles par fax, op een disque. Tout le monde il peut l'avoir, il faut juste envoyer un fax à l'adresse Victor Horta 40 1060 Bruxelles. C'est l'adresse du ministère. C'est noté. Alors, il y a encore plusieurs solutions pour aider le secteur hospitalier. Jullie kunnen klappen à 20h. Tu peux toujours, mais t'oublies pas de mettre des gants pour clapper, surtout si tu clappes en même temps que tes voisins. Tu peux aussi, on travaille sur un cap, parce que les soignants, ils ont dit il faut des zéros. Nous, on s'est dit, c'est bien les zéros, parce que ces gens, c'est vraiment des zéros. Alors, du coup, on travaille sur une super cape, mettre autour de ton cou, et tu deviens un zéro, comme ça. Voilà. Ça permet pas de voler. Enfin, nous, on vole pas non plus, mais c'est juste que, voilà, en termes de euros, c'est moins cher. Et c'est plus facile. Et puis ça fait toujours bien à la télévision. On travaille aussi sur des petits ballons. Tout le monde, il peut mettre un ballon en soutien au service hospitalier. C'est un gant. On fait... Et puis ça fait un ballon. Tu peux le mettre. Mais ça, c'est une décoration. Ensuite, voilà, la dernière critique que le ministère a eue, c'est on nous a dit, tiens, les tests supplémentaires vont être faits par des firmes pharmaceutiques et pas par des laboratoires cliniques biologistes agréés publics. Ouais. Ça, c'est parce que voilà, c'est des copains et c'est vraiment les copains du cœur. D'accord. Le cœur. Et on voulait vraiment aider les copains pour la solidarité en cette période où c'est difficile pour les petites entreprises pharmaceutiques. Et pour les organismes publics qui veulent continuer de faire des tests, ils peuvent, sur Facebook, il y a plein de tests pour l'instant. Tu peux tester, tu préfères les chevals ou plutôt les chèvres, ou plutôt les montagnes ou plutôt le mer. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Hein.
Et le dernière chose, peut-être, c'est. Voilà, on me dit que j'ai reçu un SMS. Et que le dernier commande, le dernier masque du ministère, c'est un masque révolutionnaire avec un respirateur, une protection pour les muqueuses des yeux et aussi une protection pour le nez. Hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment l'avenir des soins de santé en Belgique. Démonstration. C'est super mot. Ça en dit long sur. Vraiment, vraiment passer du bon côté des soins de santé. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Ah ouais, ça en dit long sur l'avenir des soins de santé en Belgique. Merci en tout cas. Abusez pas trop de votre potion magique. Hein. Enfin, les tests. C'est pas magique, hein, c'est la science, ça, monsieur. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Ouais, je pensais à la bouteille de rouge, c'est pour ça. Ça de moins dans la poche du médecin, mais j'ai cru voir. C'était peut-être. Rouge, c'est pas trop socialiste ici, monsieur. C'est plutôt. Voilà. Hein. Bah, merci en tout cas pour ce partage de savoir et de tips, hein, comme on dit. Dat was met plezier en veel geluk. Hè? Met plezier, hè. Prochaine. Hè. Tot straks, tot volgende keer. Tot ziens. Merci beaucoup, merci Valentin, merci à tout le monde, merci à tous les invités de cette émission. Voilà, on arrive à la fin de cette émission qui a presque duré 2 heures. J'étais... Bon, voilà. Merci à tous les intervenants. On espère en tout cas pouvoir revenir avec un prochain Lockdown Live très bientôt, mais dans le courant de la semaine prochaine, n'oubliez pas que c'est la sortie donc, de ce documentaire sur le logement. Ce sera donc mercredi, si tout va bien. Voilà, comme son nom l'indique. Hein. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à en parler et que tout le monde reste bien chez soi. On se retrouve dans 5 minutes pour aller applaudir à la fenêtre. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous du coude. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Eh ben oui.